Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si je fais pas de contenu vidéo, c'est que simplement il se passe pas grand-chose et je n'ai pas spécialement grand-chose à dire de nouveau, si ce n'est que c'est uniquement mon ressenti. Si je reviens sur le petit Bitcoin sur Binance, alors est-ce que je suis connecté à ma connexion? Non, hop. Je vais me remettre en 4 heures, on va reprendre là où on s'en était arrêté. On va revoir également les petits patterns de retournement à coupler avec le spread que je trouve très intéressant uniquement en weekly et sur le Bitcoin, là où il y a beaucoup de volume, là où on peut justement piéger beaucoup de personnes et vu que ça indique la direction du marché, je pense que c'est une excellente indication. Alors bon, je vais juste actualiser cette petite page. Vous voyez en haut, j'ai un petit peu moins de rubriques. Donc la latence venait de là. Bon, là, ça vient juste du fait que j'ai changé ma connexion. Mais pas de souci, mon ordinateur est bien plus rapide qu'avant. Donc j'ai supprimé la plupart des pages qui étaient affichées sur l'écran. Je devais en avoir un petit peu plus de 80. Et je les ai remplacées, bah, justement, ces petites rubriques qui ne prend pas de débit et qui n'impactent pas la puissance de mon ordinateur. Donc c'est super de ce côté-là. Passons. Hop, je vais me remettre en 4 heures. On n'a pas évolué, hein. On n'a pas évolué de grand chose. Alors, je vais peut-être me mettre en daily et vous allez mieux voir ce que je vais vous montrer. On a une contraction. Alors, on a un petit triangle ascendant. J'aime pas spécialement ces structures, mais là où je veux en venir, c'est qu'on a une contraction sur la totalité des indicateurs, que ça soit sur le prix ou que ça soit sur le volume. Ici, on a une contraction, donc ici, on a le volume des acheteurs qui régresse et le volume des acheteurs qui augmente, donc qui régresse également. Le premier qui va se réveiller va nous donner la direction. Donc je m'attends à un mouvement puissant dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, et même chose sur la contraction du momentum. La contraction, je ne la prends pas à partir d'ici, je la prends uniquement à partir de là, parce que ici, ce n'est pas une contraction. Pour avoir une contraction à partir d'ici, il aurait fallu avoir quelque chose comme ça, supérieur à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ici, on est devenu, ici, c'était juste un momentum bullish. Et si on prend du recul, ce n'est uniquement une divergence, hop, une divergence haussière euh, qui a continué à se creuser simplement. Donc de mon côté, j'ai également déplacé l'expiration à 46 000 dollars. Et si je reviens sur ça, donc Instit ici, voilà, petit 46 000 dollars, donc on a déjà reculé sur ces targets euh, de souffrance du côté des options. Et on peut voir également donc bon, le sentiment, hein, je vais y revenir rapidement, mais ça n'a pas évolué, donc inutile de parler pour rien. Euh, le sentiment n'a pas bien évolué depuis la dernière fois sur le crypto Fear and Greed. On reste sur les niveaux qui sont bas, donc ici nous sommes encore dans un sentiment de peur. De peur, mais est-ce qu'on est dans un sentiment de capitulation? Pas encore. Et là, je vais vous le montrer justement avec cet indicateur qu'on a sur Glassnode qui nous montre les pertes latentes. Donc ici, on voit qu'on fait de nouveaux plus bas. Bon, vous le savez, hein, parce que je pense que vous avez retenu ces charts. Ici, avec le petit nouveau plus bas, on ne fait pas quelque chose d'incroyable, hein, on ne fait pas un moins 50%, et pourtant, les personnes ici capitulent à hauteur de 3,4 milliards de dollars côté spot. Donc ici, c'est majoritairement des particuliers, parce que ce sont les baleines et les institutions qui font les marchés, donc ce sont eux qui capturent la liquidité. Donc 3,4 milliards de dollars, majoritairement des particuliers, donc des personnes comme vous et moi, bah, ça fait mal, hein. C'est une somme qui est assez importante. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'on commence à être sur une perte latente. Donc une perte latente, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une personne qui a sur son profil Binance, par exemple, euh, moins 80 000, moins 8 000, moins 100, moins 200 euros par rapport à son portefeuille d'origine. Donc imaginons la personne, elle a 5 000 euros et qu'elle avait mis 10 000 euros. La personne, elle a une perte latente de moins 5 000. Est-ce que la personne, elle a perdu ses 5 000 euros? Non. Pourquoi? Parce qu'elle ne les a pas encore vendus sur le marché. Et si, imaginons le BTC revient à son point d'entrée et qu'elle revend, elle ne sera pas en perte. Donc une perte latente, c'est une personne dont son portefeuille est en perte, de temps en temps ou temps, peu importe, et dont elle n'a pas encore
capitulé, donc elle n'a pas encore vendu au marché, donc elle n'a pas encore véritablement fait cette perte. Et donc, si on cumule ces deux indicateurs, on a l'information quand les pertes latentes sont maximum. Donc, forcément, à chaque fois que nous faisons un nouveau ATH, la perte latente est de zéro parce que personne n'est en perte. Donc, un nouveau ATH, c'est un jour de fête. Personne n'est en perte, si ce n'est la personne qui fait la dernière transaction du sommet de marché. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que plus on descendait, plus justement les pertes latentes étaient élevées, mais c'est logique, parce que ici justement on avait l'information qu'il y avait de la capitulation, mais pas à un niveau extrême. Là où je veux en venir, c'est par rapport au cours d'aujourd'hui. On a des capitulations qui sont bien moindres par rapport à la fois précédente. Le marché, lui, alors, je vais enlever tout ça. Je vais même enlever ce petit indicateur. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. C'est pas comme si aujourd'hui le marché il avait fait moins 10%. La dernière fois il a fait moins 55%. Ici, hop, on est à moins 43%. On a quand même assez bien purgé. Et pourtant, ici, les pertes justement qui sont latentes pour l'instant n'ont pas encore capitulé comme on aurait voulu le voir ici. Il n'a pas suffi de grand-chose de, pourquoi pas, accentuer un dernier mouvement baissier. Et ça permettrait de justement libérer ce petit train. Donc ça serait intéressant de voir toutes ces pertes latentes justement quitter le navire. Alors je pense que si on purge encore un petit peu avec un mouvement assez rapide, comme on l'a suggéré sur les vidéos précédentes, aller par exemple liquider également au passage hop, ces niveaux de prix, ici et ici. Alors, je vais juste le mettre en doré. Hop, super. Ça ferait un bon petit moins 10, moins 15%, il me semble. Hop, moins 12%. Et ça pourrait vraiment nous permettre d'attendre ce point de souffrance pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont en perte latente. Parce qu'ici, il y a quand même du volume. Faire gagner toutes ces personnes qui n'ont pas clôturé, ça serait dommage. Ce serait vraiment, ça serait dommage pour le marché en fait. Et il a de l'intérêt à le faire. Parce qu'ici, on le voit. Ici, on fait un nouveau plus bas. Ici, forcément, donc il y a de plus en plus de personnes qui ont la tête sous l'eau, en perte. Ici, on fait un nouveau plus bas. Est-ce que ici, on a une capitulation plus importante que ce mouvement-là? Pas du tout. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce mouvement et ce mouvement précédent? C'est tout simplement la rapidité de celui-ci. Ici, on a une grande mèche. Ici, c'est effrayant. Quand on perd, hop, quand on perd 26% en 2 jours, c'est pas la même chose que quand on perd 20%, mais en quasiment 2 semaines. Donc un dernier mouvement très vif pourrait faire paniquer pas mal de monde, je pense. Alors j'ai mis deux petits rectangles, je vais les effacer. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt de les laisser. À quoi est-ce qu'il correspond? À simplement... Hop, alors je vais aller dans planche stablecoin. Ici, c'était le laps de temps où justement il n'y avait pas d'argent frais dans le marché qui se positionnait de nouveau. Et ici, depuis quelques jours, on est passé de 141 milliards de fiat convertis en stablecoin à 143 milliards de fiat convertis en stablecoin. Donc grosso modo, à peu près 3 milliards de monnaies fiduciaires ont été convertis en stablecoin pour pourquoi pas être injectés sur les marchés si ils sont encore en stablecoin. Donc ça reste intéressant à voir, mais c'est pas quelque chose de phénoménal comme ça. C'est un petit peu, d'ailleurs, je vais vous le montrer. C'est un petit peu comme si je regarde un site ici. Donc ici, rappelez-vous les baleines sur Bitfinex. Ici, la dernière fois qu'ils avaient coupé leur longue, on a eu un nouveau plus bas. Ici, dans le même laps de temps, ils ont réouvert d'autres positions en short. Donc la dernière fois qu'ils ont fait ça, le cours il a continué de faire un nouveau plus bas. Est-ce que ça va être le cas? Seul l'avenir nous le dira. Peut-être qu'ils sont au courant de quelque chose. Quoi qu'il en soit, ici, je vais revenir sur la saison, sur la macro, excusez-moi, hop, ici. Alors, du côté
de notre chère petite macro, donc le SP 500 et le Nasdaq. Donc ce qu'on aurait voulu voir, ça serait un nouveau sommet pour justement montrer que, ok, c'était une fausse sortie. Là, malheureusement, c'est loin d'être le cas. On bloque un semblant de W dans un M et on refait un M par-dessus qui s'apprête potentiellement à se valider en fin de journée. Donc il n'y a rien de bullish, il y a rien de bullish. Donc à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que je pense pas personnellement qu'on fera ça. Mais une petite correction, hein, parce qu'on est encore très loin du premier arrêt, hein. Pourquoi pas faire quelque chose comme ça, quoi. Donc pourquoi pas quelques jours, quelques semaines un petit peu chiantes du côté du Nasdaq. Du coup, pourquoi pas retrouver quelque chose un petit peu similaire à ça. On voit hein, beaucoup de distribution sur ces niveaux de prix-là. Alors ça avait duré combien de temps? 90 jours. Et si on reprend après le sommet, 6 mois. Donc si ça se reproduit, alors d'ailleurs pour montrer un petit peu face au BTC, je te montrer les corrélations qu'on a avec ce marché. Hop. Donc, vous voyez ici, hein. Bon, ça c'était avant le crash Covid mois de mars. Ici, on avait déjà la structure en M. La structure en M, elle s'était également formée sur le BTC. Et ensuite, les deux, ils ont purgé simultanément. Très bien. Ici, pareil, hein, la correction s'est effectuée au même moment. Donc ici, on a pris combien de temps à faire un nouveau sommet par la suite? 3 mois. Ok. Quoi qu'il en soit, ici, pareil, hein. M sur l'SP 500, M sur le W. Le marché des actions, notamment les actions américaines, donc avec le SP 500, et le marché des crypto-monnaies, avec son Bitcoin en tant que big boss, sont très fortement corrélés. Alors bien sûr, les bottoms se font pas au même moment, mais les sommets de marché, eux, ont tendance à s'effectuer en même temps. Donc ici, petit M, ici sur le Bitcoin également petit M. Donc voir ça, hop, voir ça sur, je vais mettre en linéaire, c'est plus visible. Sur le Nasdaq, c'est pas super bon signe, c'est pas super bon signe pour le Bitcoin, quoi. On aimerait bien voir une réintégration. Si on peut considérer ça comme un range, une réintégration du range pour une poursuite haussière de cette tendance. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Pour l'instant, on a clairement de la distribution. Donc c'est pas très bullish. C'est pas très bullish. Peut-être des semaines et des mois assez chiants. Le petit dollar. Alors, hop. Est-ce que j'ai pas une autre charte? Je vais plutôt mettre celle-ci. Le cote, lui, du côté du dollar, on aurait bien voulu qu'il chute également à l'approche de cette structure en M. C'est pas le cas. Donc les institutions sont encore fortement positionnées sur le dollar. En daily, alors je vais mettre en weekly dans un premier temps. Ici, c'est fortement dommage parce qu'on avait cette divergence haussière. Alors peut-être qu'elle se validera dans les prochaines semaines. Mais ici, on était à 2 doigts de la valider. Donc, divergence haussière ne veut pas dire que le dollar tombera à zéro, mais on aurait pu s'attendre à de la consolidation dans un premier temps. Et un dollar qui ne fait rien, c'est bullish pour justement les marchés des cryptos. Donc, pour l'instant, pas grand-chose à dire d'intéressant sur le dollar, si ce n'est qu'on le réintègre. Donc, sur ce qu'on aurait voulu voir sur le SP 500 et sur le Nasdaq, ça s'est finalement produit sur le dollar. Et ce qu'on aurait voulu voir sur le dollar ne s'est pas produit sur nos chères actions. Donc autant dire que pour l'instant, les grandes enseignes se protègent fortement. On a de la distribution sur l'SP 500, sur le Nasdaq, sur les marchés des cryptos pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, et le dollar qui reste strong. Donc pour l'instant, on n'a pas encore changé, de mouvement de ce côté-là. Alors si on regarde les petites actions, pareil, on pousse à la divergence. Donc on avait validé une première divergence. Maintenant, on a fait un nouveau plus bas et le momentum, lui, n'en a pas fait. Donc on pousse à la divergence et ce sur tous les assets.
Donc on est en hiver en termes de saisonnalité. On devrait pas tarder, je pense, à trouver bottom. Comme on l'a vu précédemment, un dernier plus bas, ça serait très intéressant. Maintenant, avoir trouvé le bottom et faire un nouveau ATH, il y a un monde entre les deux. Et ça, bah, c'est notamment le sentiment qui nous informera et également euh, donc les nouveaux positionnements au sein de la cryptosphère. Donc, alors je vais peut-être remettre Google Trend. Hop. On aimerait bien voir également une reprise de ce côté-là. D'ailleurs, on avait des petits W la dernière fois. Est-ce que ça s'est fait écraser? Ok, ok. L'intérêt, s'il continue de se reprendre, ça pourrait être très intéressant. Très intéressant, et peut-être que cette phase un petit peu chiante ne durerait pas si longtemps que ça. Donc on verra tout ça ensemble. Alors sur quoi est-ce que je pourrais revenir également? Momentum, il n'y a rien d'intéressant. L'order flow, il n'y a rien qui a bougé, hein. Donc on va attendre du côté de FTX. On avait des choses intéressantes. On va revenir, on va faire un petit tour de tous ces exchanges. Coinbase, Coinbase, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a toujours ces distributions en haut que j'ai notifiées de mon côté. Donc ça n'a pas bougé et je les laisse. Hop. Sur Bitstamp, quelques ordres plus bas, rien d'intéressant. Du côté de Binance, beaucoup d'ordres plus bas. Donc est-ce qu'on va les field ou pas? Ça c'est la question. On peut voir il y a beaucoup de personnes qui se sont gavées, hein. Il y a beaucoup d'ordres qui ont été absorbés, ça sur tous les exchanges et aussi dernièrement sur FTX. Donc on va y venir également là dans quelques secondes. On va juste faire les précédents, les autres exchanges avant d'en arriver à FTX. On peut voir ici pareil, hein, tous ces ordres qui ont été filled. Donc ici il y a beaucoup de personnes qui vont s'en mordre les doigts, hein, si on fait un nouveau plus bas. Ça m'intrigue, hein, ça m'intrigue de vraiment savoir comment ça va se dérouler, hein, parce que là il y a eu beaucoup d'absorption, hein, que ça soit sur tous les exchanges. Et le plus intéressant à l'instant T du côté du perpétuel sur FTX. Alors je vais me mettre en 5 minutes, ça va être bien clair. Ici, précédemment, j'ai hésité à vous le partager. On avait des ordres qui ressemblaient à du spoofing pour justement. Ça, c'est la liquidité qui attend à un niveau de prix précis. Et quand on voit un bloc de liquidité aussi importante, c'est qu'il y a normalement de la liquidation à aller chercher sur ces niveaux de prix-là. Donc ça, c'était des ordres qui ont été censés se positionner pour justement récupérer les liquidations et la récupérer, cette liquidité pour elle. Donc c'est une localisation de liquidité importante. Et ici, ils les ont retiré, donc leur intention c'était juste de faire du spoofing, attirer le prix sans être field. Et là, donc, des personnes se sont gavées ici, hop. Il y a vraiment des gros ordres ici, hein. Alors, oula, j'aurais pas dû cliquer. C'est en Bitcoin, hein. Donc ça parle à 4000, 5000, 6000 Bitcoin. Il y a toujours les petits murs hop, un petit peu partout sur FTX. Donc à voir si on va aller chercher par exemple ces niveaux-là qui sont un petit peu louches. Ah, ça ferait une bonne purge, hein, quand même, hein. 36 000. 36 000. Et au niveau du Vegas, où est-ce qu'on serait? Eh ben, les 36 000, ça irait justement chercher sous ces prix de liquidation et sous ces prix de liquidation. Donc peut-être que ces personnes sont justement, les personnes sur FTX sont justement au courant qu'il y a énormément de liquidation à aller chercher sur ces niveaux de prix-là et ils se sont positionnés euh, pour captiver tout ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui ils se sont retirés, mais c'est assez louche également de voir ça juste dessous ces creux-là. Mais bon, peu importe, je vous tiendrai au courant de mon côté si ils sont repositionnés. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, on a fait le tour. J'aimerais revenir sur certains altcoins. Donc GLMR, je vais y venir juste après. Notamment contre le BTC. On a des contractions qui sont complètement énormes. Et ce en weekly. Donc premier cas, hop. OMG contre le BTC.
charte qui est vraiment magnifique. Alors, je vous dis pas d'en acheter, hein, c'est des assets à garder à l'œil. Donc, moi, de mon côté, j'ai modifié un petit peu l'apparence de ma RLZ. Je l'ai mis de cette manière-là. Donc, pump, dump, zone de rechargement, sous la zone de rechargement, pump, dump, zone de rechargement. Et on continue comme ça avec à chaque fois des petites structures en W. Donc, ça, c'est très, très, très joli, hein. L'OBV, d'ailleurs, si je reviens sur le BTC, on attend le réveil justement des acheteurs ou des vendeurs pour avoir la direction du short ou du long squeeze, parce que là, je m'attends à un gros mouvement, hein, que ce soit au nord ou au sud. On a une contraction sur le momentum, on a un petit triangle ascendant sur le prix et on a une contraction sur le volume. Le point qui est intéressant également, alors hop, il va falloir peut-être que je zoome. L'argent a cessé d'être retiré du marché et on a tendance à avoir des petits à s'instaurer. Donc ça c'est assez intéressant, mais si je reviens sur OMG, là vous voyez l'OBV, il est complètement explosif, hein. Donc hop, là on est revenu sur la ligne de coup de ce W. J'attendrai pourquoi pas une nouvelle petite structure ou alors pour être clean ce précédent sommet. Mais en tout cas, quelques alts intéressantes contre le Bitcoin. Même chose pour BLZ BTC, ça ressemble beaucoup, hein. Euh, Ici, ça serait quand même assez intéressant de remplir ce trou dans la value et de commencer à consolider petit à petit et mettre en place une structure. Donc, faites pas attention à l'unité de temps. Ici, je suis en weekly, donc je pense pas qu'on aura besoin d'autant de temps. Si on suit la saisonnalité, on devrait quand même avoir des poussées des altcoins pour printemps. KNC, BTC, même chose, très intéressant. Pump, dump, zone de rechargement, pump, dump, zone de rechargement. Magnifique, magnifique également. Hop. Ce serait bien d'avoir quelque chose identique, hein, à chaque fois, hein. C'est la même chose. L'OBV ici, il est magnifique également. Le momentum qui est bullish également. Donc on a un petit réveil des acheteurs. Ça serait bien de casser ce niveau de prix là pour le réveil des acheteurs avec une nouvelle structure. Montrer que le W ne se crée pas sans rien non plus. Et également ZRX BTC. C'est cette mise en plat. Ici on a fait un nouveau plus bas. Donc comparé aux autres charts, on ne suit plus justement cette règle de pump, dump, zone de rechargement et ainsi de suite. Mais ça reste assez intéressant de voir cette verticalité avec un OBV aussi croissant. Là, vous le savez également, on attend la petite structure et pour moi, pour du Smiling Setup, ça va être assez intéressant de ce côté-là. Je regarde juste mes petites notes, est-ce qu'il y a des points sur lesquels je voulais revenir? Alors, il y a quelques éléments que je vais garder de côté pour de nouvelles vidéos, que je vous préparerai ça dans les prochains jours. Alors je me les note juste de mon côté. Hop. Ok. Et je vais juste revenir donc sur le BTC USDT en weekly et vous montrer justement ce que je vous expliquais au tout début avec les patterns de retournement. Je regarde juste mes petites notes. Est-ce que j'aurais pas autre chose à dire? Alors, du côté des alts contre le Bitcoin, donc je voulais revenir sur ça, je l'ai trouvé assez pertinent. Toutes les assets que j'ai laissées de côté pour ma part, comme par exemple Gasper, disponible sur Yubi. Hop, je vais plutôt enlever. Ouh là là, jolie mèche. Le momentum est comment? Perte de momentum, hein, dégueulasse. Consolidation, voire même aller plus bas, ce serait vraiment bien d'aller sur ces niveaux de prix là, hop, 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 avec ce trou dans la value, le combler, récupérer cette liquidité, on capture tout ça et on repart. Euh, alors là où je voulais en venir sur les altcoins, c'est que je maintiens toujours mon positionnement en tant que spectateur, je ne positionne pas, je n'augmente pas mon exposition au risque, je maintiens tout ça de mon côté. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a vu que le BTC avait de l'intérêt à pourquoi pas faire de nouveaux plus bas pour justement atteindre ce niveau de capitulation, ce niveau de souffrance extrême où toutes ces personnes sont en perte latente, clôture. C'est ce qu'on veut voir. Si ces personnes clôturent en perte, quand le marché va faire un nouveau sommet, c'est atroce de dire ça, mais psychologiquement, ils s'en voudront fortement.
ils ne voudront pas louper une accélération des prix, ils vont se repositionner et le marché va se retourner et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour le marché, ça serait extrêmement bullish de voir toutes ces personnes capituler et de avoir justement un nouveau pic de perte sur cet indicateur Realized Profit and Lost sur Glassnode. Donc voilà pourquoi je maintiens encore mon positionnement en tant que spectateur. Je vais finir cette vidéo avec le dernier point. Là, je vais enlever juste les points pivots. Hop, super. Avec le dernier point qui consiste à identifier les patterns de retournement. Donc une pattern qui semble être la plus intéressante. Donc de mon côté, j'ai fait pas mal de tests avec pas mal de dualité de temps, avec pas mal de crypto-monnaies. Ce qui fonctionne extrêmement bien, c'est les patterns de retournement sur le Bitcoin en weekly. Donc c'est ce sur quoi on va s'entraîner dans un premier temps à les identifier et dans un deuxième temps donc à les utiliser avec le spread pour justement renforcer notre direction. Hop. Alors en quoi est-ce que ça consiste? Simplement à chaque fois que vous avez un nouveau sommet, tracez, hop, ah mince. Euh, alors, je vais prendre Bitstamp. Bon, voilà, j'ai un graphique vierge. On va pas m'embêter avec ça. Alors, je vais enlever peut-être ça, ok. Ah, ça me dérange un petit peu. J'aimerais bien prendre les vraies mèches du véritable volume. Bon, malheureusement, donc, euh, on n'aura pas l'historique complet pour les exemples. Mais bon, ça ne fait rien. Alors, en quoi est-ce que ça consiste? Bon, c'est un petit peu ridicule de prendre l'exemple à partir d'ici. À casser un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas de la bougie weekly. Tout simplement, ce qui va indiquer donc qu'on bloque, que ce soit beaucoup d'acheteurs ou beaucoup de vendeurs, et donc qui pourra permettre une poussée ou une accélération des prix dans l'autre sens. Donc voilà en quoi consiste la petite pattern de retournement. Donc ici, imagine, on va faire les choses en réel. Donc alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah mince, il a décidé de m'embêter. Bon, tant pis, parce que j'aimerais bien le faire en réel, ça serait quand même plus intéressant. Donc, vu que j'ai fait un calcul pour avoir un graphique vierge, je ne peux pas utiliser le replay. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une nouvelle charte. Parce que j'ai pas envie de mettre tous les indicateurs et je ne vais pas pouvoir faire de tracé si je ne mets pas les indicateurs. Donc, hop, Binance. Et ici, on va pouvoir donc utiliser du replay. Alors, donc ici, on va jouer le jeu du début jusqu'à la fin, comme vous avez l'habitude. Donc ça peut être un petit peu long, hein. Alors je vais diminuer tout ça. Donc ici, alors on va jouer le jeu. Tant que nous cassons pas... Si nous cassons ce niveau de prix là, très bien. On continue la tendance haussière. Si on casse ce niveau de prix là, donc quand on casse, c'est pas juste une mèche, c'est la clôture de la bougie, donc le corps de chandelle qui doit passer dessous. Ici, pattern de retournement. Pourquoi? Parce qu'ici, on va prendre justement la mèche qui a fait le nouveau sommet de marché et on va prendre son plus bas. À chaque fois, ça va fonctionner ainsi. Donc hop, ici, directement, pour l'instant, je vais me permettre de pouvoir tout effacer. Pour l'instant, ça n'a pas lieu d'être. Donc généralement, ça sera des informations avec de grandes mèches qui donc beaucoup de volumes qui ont été distribués. Une grande mèche, ça signifie juste que toute la pression acheteuse se fait avaler. Donc c'est ça qui nous intéresse, que quand ça se fait avaler, c'est des personnes qui ont la tête sous l'eau. Voilà, je vais attendre des bougies rouges à chaque fois. Par exemple, ici, on a cette mèche qui fait un nouveau sommet. Donc ici, la pattern de retournement apparaîtrait si on casse ce niveau de prix là. Donc hop, on attend la clôture. Ok, pattern de retournement. Qu'est-ce qu'on attend ici? On attend soit la zone de rechargement pour exciter le marché. Donc ici, on a une excellente localisation pour se retirer. Hop, ici,
short. Ici, on a une excellente. Donc, on a la pattern de retournement de marché qui s'est validée. Vous pouvez rajouter à ça quoi? Le spread. Donc, le spread, je vais le rajouter de mon côté. Je vais juste rajouter le spread. Donc, on va pas surcharger le graphique. Hop, je le copie. Je le mets ici. Le spread n'était pas encore apparent, mais il nous servira pour la suite. D'ailleurs, je vais revenir également sur les détails du spread pour que ça soit vraiment compréhensible pour tout le monde. Donc ouais, ça ne fait rien si je me répète un petit peu avec les explications, ça ne peut pas faire de mal. Et ici donc continue, donc la personne agressive ici excite le marché. La personne qui veut une sortie professionnelle attendra la RLZ. Alors bon, on va pas forcément accélérer. Alors, donc ici par exemple, on a fait un nouveau plus bas. Donc ici, c'est cette bougie et ces mèches qui nous intéressent. Ici, la pattern de retournement se ferait quand ici, nous casserons ce plus haut. Donc ici, on le sait, ça ne marche pas. On ne le casse pas. Donc ici, pareil, hein, nouvelle mèche. Donc si on casse ce nouveau-là, on a une pattern de retournement. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un nouveau plus bas. Hop. Ici, si on valide ce niveau, on a une pattern de retournement. Donc si on clôture au-dessus, on peut s'attendre à un petit retournement. Donc ici, on a une pattern de retournement qui se valide. Donc entrée agressive ici, bien sûr, à compléter avec d'autres informations. Et pour les niveaux plus professionnels, la RLZ, finalement, qui donne vie à un W. Donc, bon, ça, je vais l'effacer. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a un nouveau sommet. On a un nouveau sommet ici, donc je vais effacer la précédente. Hop. Si on casse, ici on a la bougie avec la mèche qui fait un nouveau sommet, donc si on cache la mèche qui fait cette bougie là, alors je vais mettre en, parce qu'on la voit bien ici là, je vais mettre en beer, hop, on aura donc une pattern de retournement. Donc on va avoir ça. Ah, c'est pas validé pour l'instant, on a clôturé au-dessus. Là on a la pattern donc qui se valide. Donc pattern baissier. Là, à chaque fois qu'il y a un nouveau plus bas, finalement, il faut regarder est-ce qu'on fait, est-ce qu'on casse ce niveau de prix là. Pardon, ici c'est intéressant. Ici, on fait ce nouveau plus bas. Donc, quel niveau de prix devons-nous casser pour valider cette pattern de retournement? Ça serait ce niveau-là. Là où j'ai cette fois-ci indiqué boule. Donc, si on clôture ainsi, on valide cette pattern. Là, on valide cette pattern. Bien sûr, hein, à rajouter avec le spread, etc. Là, si on casse sous ce niveau de prix là, on valide un retournement donc baissier cette fois-ci. Là, on a validé la pattern baissière. Bon, autant vous dire que dans un range, c'est pas fameux, mais n'oubliez pas qu'ici, vous êtes en weekly. Donc, de tels rebonds peuvent permettre, pourquoi pas, de faire certaines choses sur les altcoins. Alors ici, donc, hop, je vais effacer les précédentes, ici et ici. On a ce nouveau plus bas. Là, donc, si on casse au niveau de cette mèche, nous validons la pattern haussière. Donc, pour l'instant, nous avons un nouveau plus bas. Je ne vais pas l'afficher, je vais attendre un petit peu que ça se déroule. Donc ici, si on casse au-dessus de ce niveau-là, hop, très bien. C'est pas le cas. On efface. Donc ici, pareil, hein. Si on casse au-dessus de ce niveau-là, la pattern de retournement prend vie. C'est pas le cas. Ok, pourquoi pas.
Là, la pattern de retournement a pris vie. Si on casse ce niveau-là, étant donné qu'on a un nouveau sommet, ici, si on casse ce niveau de prix là, le mouvement serait, la pattern de retournement prendrait vie, mais cette fois-ci à la baisse. Donc ici c'est le cas. Donc c'est très simple, hein, très très simple, hein, à additionner avec vos outils de setup. Ici pareil, bon je ne l'ai pas identifié, alors je vais peut-être effacer tout ce qu'on a vu précédemment. Voilà, moins de traits sur le graphique. Ici on a un nouveau plus bas, donc ici, si on casse ce niveau de prix là, on a la pattern qui prend vie. Ici donc pattern haussière. En réalité, on est dans un range ici, hein. Ici, un nouveau plus haut. J'efface tout. Hop. Si on casse ce niveau-là, c'est une pattern baissière qui se met en place. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ok, ici on a un nouveau plus haut. Donc c'est pour ça que j'ai pris le soin quand même de venir sur BTC USDT. Ici on a le vrai volume d'un des exchanges qui en possédait véritablement. Donc ici si on casse ce niveau-là cette fois-ci, si on casse ce niveau-là, on bloque beaucoup d'acheteurs et donc le mouvement serait baissier. Ah, on a un... Alors non, j'allais dire une bêtise. Continuons. Bon, du coup la pattern ici prend vie. Beaucoup d'acheteurs piégés ici. Hop, donc pour l'instant j'efface tout ça. Tant que nous ne cassons pas ce niveau de prix là, pour l'instant c'est assez éloigné. Et de ce que j'ai remarqué, quand la bougie est aussi énorme, on fait souvent un plus bas, ce qui permet justement d'avoir une bougie bien plus courte à dépasser. Donc c'est ce qu'on va voir également si c'est le cas ici. Hop, ok, nouveau plus bas. Déjà ici, donc pour valider cette pattern de retournement, ça se fait pas, hop, pour exemple à plus 53%, mais ça se fait à plus 28%, c'est déjà mieux. Nouveau plus bas, ok. Ici on a une nouvelle bougie, nouveau plus bas, et ici un nouveau plus bas avec un corps et une mèche assez courte. Franchement c'est assez intéressant finalement, parce que le positionnement se fait assez tôt. Maintenant on attend donc la clôture au-dessus de ce niveau-là. Ok, ici la pattern de retournement c'est validé. Hum, hum, hum. Hop. Pattern baissier qui s'est validé ici. Bon, c'est un petit peu chiant, hein. Euh, alors, B, ok, super. Je vais effacer la précédente. Si on valide au-dessus de ce niveau-là, ça sera un bullish, pattern de retournement haussière. Donc ça fait pas mal de montagnes russes quand même, hein. Donc, alors, justement, par rapport à ça, le spread, où est-ce qu'il intervient? Ok, sûrement parce que je suis en replay. Je comprends mieux. Bon, il apparaîtra donc de par lui-même. Donc, hop, on va continuer. Bah, je vais peut-être accélérer quand même.
Donc ici, tant qu'on ne casse pas sous ces niveaux de prix là, c'est toujours bull. Pour l'instant c'est le cas. Ok, on a un nouveau sommet, donc tant qu'on ne casse pas sous ces niveaux de prix là, c'est bull. Nouveau sommet sous ce prix là. On va accélérer un petit peu quand même. Si on clôture comme ça, pattern de retournement qui se confirme. Chose qui ne s'est pas faite pendant tout ce délai là. Confirmation de la pattern baissière ici. Alors, hop, si on valide sous ce prix-là, c'est baissier. Donc ici, on a une pattern de retournement ici et ici. Donc, hop, toujours pas de spread, c'est dommage. Pas de nouveau sommet, donc il n'y a pas de nouveau prix à aller récupérer, si ce n'est qu'ici, il y a une pattern haussière qui s'est validée. Ici, on a fait un nouveau un plus bas, et ici, on a cette clôture qui s'est effectuée au-dessus de cette ligne de coup. Donc vous voyez, ça peut, vous avez des signaux qui peuvent aller à l'encontre des signaux précédents et finalement ça peut perturber également. Donc c'est vraiment un outil à rajouter. C'est pour ça que les patterns, j'en parle pas dans la formation, hein, parce que déjà de 1, c'est facile à identifier. Donc qui dit facile à identifier, facilement piégeable. Et tout ce qui est piégeable, comme les structures en triangle ascendant, descendant, les biseaux, tout ça, c'est du bullshit. C'est pour moi du bullshit, il faut les ajouter avec d'autres raisons fondamentales et rien de mieux que justement la localisation, le momentum et la structure. Et rajouter à ça le spread, vous avez le combo ultime. Donc je reviens juste là-dessus parce qu'en weekly sur le BTC USDT, j'ai trouvé ça pertinent. Euh, donc ici, bon, il y avait deux patterns de retournement baissier et ici il y avait une petite reprise. Donc ici on aura le spread qui va commencer à s'afficher et là on va vraiment avoir les informations qui va nous correspondre. Parce qu'ici on a pu le voir, hein, dans un range, il y a pas mal de OKC haussier, OKC baissier, parce que dans un range justement on rebondit. Donc dans un range ça n'a pas vraiment de sens. Cet indicateur justement sur le prix sera extrêmement utile pour identifier des sommets de marché ou bien des bottoms de marché. Là, on a fait tous les exemples à titre pédagogique pour justement vous entraîner au maximum. Faites-le de votre côté, mais ce qui va nous intéresser, c'est justement d'identifier des sommets de tendance. On peut même rajouter le Vegas ou n'importe quel outil supplémentaire à celui-ci par-dessus. Ici, par exemple, on a fait ce nouveau plus bas. On a fait ce nouveau plus bas. Ici, pour valider cette pattern haussière, il faudrait casser ce niveau de prix là. On reprend. Donc ici, pattern baissière qui s'est validé suite à la cassure de ce plus bas. À rajouter avec le spread, ça sera extrêmement important. Je vais revenir sur le spread une fois qu'il sera bien apparent. Donc ici, ce nouveau plus bas, donc la pattern haussière, s'est validé quand? À la clôture de cette bougie-là. Hop, continuons. Nouveau sommet, donc si on casse en dessous de ce niveau-là, la pattern baissière prend vie. C'est le cas. Alors c'est le cas, j'ai pas allé trop vite, pour l'instant on a juste le corps. Là, ça s'est validé. Super. Bon, ça c'est bien validé. Continuons. Ici, le plus bas pour l'instant, il est ici. Donc ici, pour valider cette pattern, pour l'instant, il faut casser ce niveau-là. Donc c'est assez lointain quand même, hein. Assez lointain tout ça. Là, on a validé justement cette petite pattern. Ah, alors je ne pense pas que... Ok, c'est juste moi de mon côté. Je me demandais pourquoi l'opacité ici était aussi fragile. Nouveau sommet ici, nouveau sommet ici. On va voir la bougie. Si on clôture en dessous de ce niveau de prix là, c'est bearish. On va supprimer tout ça. Hop.
Alors, cette bougie-là, ici c'est B, c'est baissier. Si on casse ce niveau de prix-là, la pattern haussière se met en place. Donc là, je réagis uniquement avec toutes les patterns. Donc il n'y a pas de localisation, il n'y a pas de momentum, il n'y a pas de structure. Vraiment, additionnez-le à des outils. Et je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Donc là, la pattern haussière, c'est validé ici. Si on casse ce niveau-là, une pattern baissière se met en place. Bon, après coup, comme ça, franchement, mis à part se retirer dans RLZ, ça fait mal quand même. Ok, donc il y avait vraiment le retardataire par rapport au spread. Là, donc, on va pouvoir là rajouter justement ce complément d'information. Ici, si on casse ce niveau de prix là, c'est bullish. Pour l'instant, c'est le plus bas. Donc ici, on a donné vie à cette pattern. Hop. Alors, on a donné vie à cette pattern. Et surtout, maintenant, information dont on peut dorénavant se servir, le spread est négatif. Donc, c'est très intéressant. Et qui dit spread négatif, maintenant, je vais revenir sur ça. Alors, donc c'est une charte à part. Donc, je vais venir ici. Je vais en ouvrir une deuxième, pourquoi pas. Et je vais vous montrer vraiment la différence du détail de ce spread. Parce que je pense que ça peut encore être un petit peu flou pour certains. Alors j'ai ouvert deux graphiques et vous allez comprendre justement d'où vient le spread qui nous permet de justement ne pas faire ce travail. Ce travail qui est quoi? Qui est d'un côté le spot et de l'autre côté les futurs. Donc si vous voulez également faire cette petite distinction de votre côté, vous allez sur BTC1, Bitcoin Future, et ici vous cliquez dessus. D'un côté à gauche, nous avons le marché spot, avec un BTC à 41 772, et de l'autre côté, nous avons sur les futurs, donc les dérivés du BTC, 41 755. Si nous avons un spread négatif, qui est le cas aujourd'hui, ça veut soit, il y a deux cas de figure, soit dire dans un premier temps que le prix du contrat dérivé est inférieur au prix spot, et c'est le cas, 41 720 c'est inférieur à 41 750. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que la pression vendeuse sur dérivé est plus importante que sur spot. Ça veut simplement dire ça. Bon, dans les grandes lignes, pour expliquer comment est calculé le spread. Ou alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Deuxième cas de figure, que non pas la pression vendeuse est plus importante sur le dérivé que sur le spot, mais que, à la place de ça, nous avons une demande qui est plus importante sur le spot que sur les contrats dérivés. Donc, dans les deux cas, ce sont d'excellentes conditions de marché pour poser un bottom. C'est pour ça que le marché se retourne quand on a un spread négatif. Si sur spot, la demande elle est plus importante, le spot, rappelez-vous, c'est justement la différence entre l'offre et la demande. Donc si on a une offre plus importante sur le spot, c'est le spot qui amène la direction. Donc le cours va augmenter. Et si justement on est dans le cas 1 où non pas donc la demande est plus importante sur le spot que sur le dérivé, ce qui fait le spread négatif, mais plutôt que justement la pression vendeuse est plus importante sur les pressions dérivées que sur le spot, bah dans ce cas-là, la liquidité, les liquidations vont s'accumuler au nord. Parce que ici, toutes les personnes qui vont vendre, si on a une majorité de shorters, le marché, lui, par la suite, fera une pression acheteuse sur le spot pour justement faire pousser les prix et aller chasser tout ça. Donc je vais revenir sur un spread positif qui est tout simplement l'inverse. Alors, donc le spread positif, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que le prix du contrat dérivé est supérieur au prix spot. Donc là, c'est pas le cas, mais par exemple, sur les sommets de marché, alors si on prend les sommets, hop, est-ce que, ok, ici 65 520 et ici 64 854. Donc ici, par exemple, donc je vais refaire également le même calcul ici, 69 355
69 000. Donc, que ça soit sur ces sommets de marché ou celui-ci, nous avons ici un prix sur les dérivés qui est supérieur au prix spot. Donc ici, nous avons un spread qui est positif. Donc si ici le prix du dérivé est supérieur au prix spot, nous avons un spread qui est positif. Un spread positif, qu'est-ce que ça engendre? Alors j'efface juste hop, ces petits points. Ça engendre ici plus d'intérêt sur les dérivés que sur le petit spot. La pression acheteuse est plus importante sur dérivé que sur spot. Donc sur ces sommets de marché, ici si la pression acheteuse est plus importante sur les dérivés, ici tout le monde veut gagner de l'argent si le marché augmente, ben, leur prix de liquidation va commencer à s'accumuler au sud. Donc ici, dans un premier temps, spread positif veut dire plus de liquidation en termes de quantité de contrats ouverts au sud qu'au nord en termes de volume. Je reviendrai dans les détails, mais pour un dollar ouvert en short, il y a un dollar d'ouvert en long. Donc je rentrerai également sur ces détails à l'avenir. Mais quand ici le spread est positif, la première raison, c'est plus de contrats ouverts au sud. Donc le marché ici a la possibilité de ruiner le plus de personnes en allant dans cette direction-là. Donc ça, c'est la première raison. Quand le spread est positif, une pression acheteuse plus importante sur les dérivés que sur le bon petit spot. Ici, pareil, hein, c'était exactement la même chose. Ici aussi, d'ailleurs. Alors, si on reprend le petit rayon, hop, ici on était à 52 920. Ici on était à 53 125. Donc, sur dérivé, pareil, le prix du dérivé était supérieur au prix spot. Donc, ici, la pression acheteuse était supérieure au spot. Et donc, la deuxième condition, c'est tout simplement une demande qui est moins importante sur le spot que sur le dérivé. Donc, s'il y a moins de demandes sur spot que sur le dérivé, ça veut dire que la demande sur dérivé est supérieure. Et quand on est supérieur avec un spread élevé, ça revient à l'information précédente, comme quoi il est intéressant de pourquoi pas purger le marché, faire chuter l'open interest. Et du côté du spot, n'oublions pas toujours le concept de l'offre ainsi que de la demande. S'il n'y a plus de nouveaux acheteurs sur ces sommets de marché, eh ben, voilà, il a intérêt, il va tout simplement chuter. Donc que ce soit le premier cas ou le deuxième, qui sont très similaires finalement, nous sommes dans d'excellentes conditions euh, pour, pour poser un sommet de marché et d'excellentes conditions pour commencer à se retourner. Donc voilà, je tenais à revenir sur ces bases-là. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et maintenant que ça c'est dit, retournons regarder nos petites patterns avec dorénavant notre petit spread. Alors où est-ce qu'il est mon spread? C'est bizarre. Alors je vais juste le recopier. Hop. Ok, super. Alors je vais diminuer un petit peu la vitesse quand même. Donc ici, pattern de retournement, si on casse ce niveau de prix là, ici on a un spread positif, donc si on le casse, on peut s'attendre à une petite correction. Même cas de figure ici, si on casse ce niveau-là, étant donné qu'ici on a le sommet, on retourne sur une pattern baissière avec un spread positif, donc un signal de danger. Ok, donc premier signal de danger exécuté, soit
une sécurisation des gains à l'issue de ça, soit une sortie professionnelle dans la RLZ. Attention, il se peut qu'on n'y arrive pas. Alors on continue. Ici, si on casse ce niveau de prix là, ça va être bullish. Par contre, le spread est positif, donc c'est contradictoire. Donc on ne prendra pas cette information comme quelque chose de pertinent pour acheter. Donc ici, on a une pattern, ici on a une pattern de retournement haussier qu'on ne va pas prendre en compte, étant donné que les spreads sont positifs. Donc la pression acheteuse est plus importante sur les dérivés que sur le spot. Bon, je vais accélérer un petit peu. Donc là, si on... Non, toujours pas, non. On n'a pas fait de plus bas. Alors, erreur d'inattention de ma part, donc je reviens en off de mon côté. Euh, Ici, nous avons donc bien la pattern de retournement qui se valide également ici. Donc, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'avais gardé ce niveau-là ou un autre niveau. On fait bien attention de prendre la mèche ou le corps de chandelle le plus élevé, mais généralement, on aura pour la plupart du temps une mèche. On prend la mèche la plus élevée et c'est bien ce niveau-là qu'on doit céder pour confirmer cette pattern baissière. Donc ici, cette pattern baissière, nous l'avions eu à partir du 19 avril, soit un exit du marché étant donné que le spread est positif, donc les éléments ici concordent entre elles, agressif directement la sortie sans attendre de zone de rechargement, soit donc de manière plus safe, attente de la localisation plus professionnelle qui peut ne pas arriver. Donc attention avec ça. Hop, donc maintenant ce qui va nous intéresser, ça serait une pattern haussière avec un spread négatif. Donc pour l'instant, si on casse ce niveau de prix là, c'est bullish, mais quoi qu'il en soit, le spread ne nous intéresse pas encore. Ok, là on a un nouveau plus bas, ce qui permet de réduire euh, la taille de la bougie, donc c'est une bonne chose. Si là on a un retournement, on a une pattern de retournement, c'est intéressant. Parce que comme encore une fois dans l'exemple précédent, investir, investir après un 54%, c'est moins intéressant que d'investir après un plus 20%, par exemple. Et en plus, ici, on fait un nouveau point bas. Donc ici, on a un spread négatif, on fait un nouveau plus bas, la bougie n'est pas encore clôturée. Maintenant, est-ce que celle-ci va faire la pattern? Bon, bien sûr, on connaît ces charts. Donc, hop, je vais la tracer. Boule. Alors, je vais attendre la clôture. Donc ici, nous n'avons pas de point bas. Donc j'attends toujours la clôture de cette bougie qu'il a faite. Donc ici, donc nous avons une pattern de retournement à partir de la cassure de cette bougie. Et nous avons dans le même laps de temps l'information que les spreads sont négatifs. Donc ici, dans cet exemple, soit la pression vendeuse sur dérivé est plus importante que sur le spot, soit la demande est plus importante sur le spot que le dérivé. Ce qui nous amène à un point d'excellentes conditions de marché pour poser un bottom. Oula, hop, on va accélérer. Je crois que ça nous intéresse. Spread positif, donc là, ça va commencer à nous intéresser. Si on casse ce niveau de prix là, signal de danger. Si vous voyez, on était vraiment, vraiment à deux doigts. Hein. Hop. Spread toujours positif, ici nouveau sommet, donc si on casse ce niveau de prix là, hop, pattern de retournement, baissier. C'est pas le cas, ici, nouvelle pattern de retournement possible ici, hop, spread positif, signal de danger, ici, tous les étoiles s'alignent pour nous indiquer donc un signal de danger. Donc ensuite on connaît la suite,
Ok, alors j'enlève ça. Ici, on a fait un nouveau plus bas. Certes, on a eu un petit rebond, mais il aurait fallu casser ces niveaux de prix-là pour valider cette pattern de retournement. Et qui plus est, ça n'aurait pas eu de sens étant donné que le spread était toujours positif. Ici, on commence à avoir un spread négatif, donc c'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait donner vie à cette pattern de retournement haussière? Ça serait la validation de ce niveau de prix-là. Bull. Étant donné que c'est ici qu'on a fait le plus bas. Ici, si on clôture au-dessus de ces 43 000, 44 000, le niveau que j'ai identifié ici, pattern de retournement, si pas de nouveau deux points bas, avec des spreads qui restent négatifs, on aura quelque chose d'intéressant. Hop, donc pourquoi pas clôturer en même temps que l'expiration le 27, même si ça risque d'être un petit peu short. On verra tout ça ensemble. Donc j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Faites attention à votre exposition au risque. C'est pas encore un marché pour moi assez mature pour commencer à se positionner. Là, clairement, surtout d'un point macro, le Nasdaq qui lui est bien plus impacté par les news bearish, notamment ah oui, les chiffres de Goldman Sachs ne sont pas très bons, les estimations ne sont pas à la hauteur de leur expérience, et bah, ça se ressent. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi les taux, mais rappelez-vous, quand les multinationales vont bien, les marchés vont bien. Et le Nasdaq, lui, subit un petit peu ce biais psychologique, justement quand les multinationales, eux, leurs chiffres commencent à chuter. Bah voilà, les actionnaires retirent des fonds, des investisseurs se retirent, ça crée un petit peu de panique. Et puis bien sûr, à un moment donné, ça finit toujours par s'inverser. Mais bon, on additionne à ça la montée la montée des taux. Donc une petite tempête, et suffit de rester patient. La patience sera vraiment le mot d'ordre, hein. On voit ici hein, le 10 ans, le 5 ans augmenter en flèche. Donc tant que les taux continuent d'augmenter, euh, les actions, eux, vont tirer un petit peu la gueule, et le marché des crypto-monnaies subit également. Donc la saisonnalité, elle est magnifique. Donc on va voir comment ça évolue dans les prochaines semaines. Si ça peut se calmer rapidement, ça peut vraiment être bon pour le bon petit marché des crypto-monnaies. Quand on regarde le total, il a quand même bien purgé, hein. On est passé de 3 milliards. On est passé de 3 milliards à quasi un moins 50%. Donc, ouais, c'est assez important. C'est assez important. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus d'institutions. Je vais faire une vidéo complète avec une perspective sur le long terme, justement avec une comparaison d'Internet. Et je ferai également un petit contenu euh, assez condensé sur le fondamental assez rapidement. Donc voilà, je vous prépare ça, et je sortirai tout ça dans les prochains jours. Alors c'est la fin de cette update, toujours avec des petits cours pour ajouter un petit peu de contenu, parce que là voilà, le marché fait pas grand-chose. J'espère que ça vous a plu, et on se dit à bientôt, bonne fin de semaine, et à très vite. Ciao.